Donc, bonjour et bienvenue à cette probablement dernière capsule concernant le chapitre 6. Je verrai là, si j'en fais une autre pour compléter ce qui reste après, là, mais ici, en fait, on arrive à la fin du chapitre, comme quoi on va essayer de faire un lien entre ce que vous avez vu dans la biologie, entre autres là, au niveau de la structure des protéines, et un peu comme d'habitude, là, la vision, la façon là, dont le prof de chimie va regarder ça. Mais je vous dirais que, rendu ici, là, on sort un petit peu de la chimie, puis on s'en va plus même dans vous allez voir, dans une espèce de logique de casse-tête, là, où est-ce qu'on va analyser les structures de peptides. Peptides et protéines. En fait, peptide, c'est un terme qui veut dire petite protéine. La plupart du temps, là, une protéine de moins de 10 acides aminés va être appelée un peptide, alors que plus que 10 acides aminés, on commence à appeler ça une protéine. Je dirais que c'est une technicalité de vocabulaire, là, mais bon, c'est des mots que vous allez voir, fait que j'aime autant vous le dire tout de suite. Ce qu'il faut aussi comprendre, avant même de rentrer dans tous les exemples, c'est que quand on parle de protéines et de peptides, c'est que on va penser que c'est des acides aminés. Vous avez vu là qu'on peut avoir là, plusieurs R qui sont à cet endroit-là. Et de la manière dont ça fonctionne, c'est que quand on a deux acides aminés qui sont mis un à côté de l'autre, bien, il y a la possibilité de faire un lien amide entre les deux. C'est même le but numéro 1 là, de ces molécules-là, c'est que ce soit n'importe quel R qui est là, bien, de façon biochimique, beaucoup plus que artificielle en laboratoire, là, l'attaque suivante se fait, et on est capable d'expulser le OH qui est ici. Et on va former ce qu'on appelle un lien peptidique, qui est un mot que vous avez probablement déjà entendu, mais que je peux décrire ici de cette façon-là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir le N qui s'est lié au C double lien O. On a formé un lien amide à cet endroit-là. Et c'est la jonction entre deux acides aminés. Là, ici, je vais le dessiner comme ça. Par habitude, j'ai respecté ici la géométrie du carbone asymétrique, là, comme quoi, quand on l'inverse de haut en bas, bien, ce qui était devant vient derrière. Là. Donc, c'est un flip à 180 degrés. C'est plus ou moins important. Là. C'est ici l'importance, en fait, c'est que les acides aminés vont être liés les uns aux autres, par ce lien-là, qui s'appelle le lien peptidique. Et c'est ce que nos cellules, notre ADN fait, en fait. Là. Notre ADN code quel acide aminé vient après quel autre pour former une séquence qu'on appelle la séquence primaire d'un peptide ou d'une protéine. La séquence primaire, c'est l'enchaînement pur et simple là, des acides aminés qui sont un à l'arrière de l'autre et la séquence primaire ne tient pas compte des informations tridimensionnelles du repliement des chaînes, là, mais éventuellement, bien, ça donne des chaînes qui sont assez longues et on peut faire là, des formes géométriques tridimensionnelles avec les chaînes d'acides aminés comme ça qui forment les protéines en tant que telles. Vous comprendrez bien que l'ordre d'enchaînement des acides aminés est directement relié à la géométrie que la protéine va avoir, puis la géométrie d'une protéine est intimement reliée à sa fonction. Donc, si la séquence n'est pas bonne, bien probablement que la géométrie ne sera pas bonne par après, et on ne pourra pas avoir une protéine qui fonctionne. Puis comme je l'ai déjà mentionné, là, une façon un peu simpliste de voir ça, c'est que des protéines qui servent à rien, puis qui sont synthétisées sans arrêt dans notre corps, bien, ça peut devenir une tumeur. C'est très, très, très simpliste, là. Le fait d'avoir un cancer est probablement beaucoup plus complexe que ça, là. Mais c'est entre autres ceci, là. Une tumeur, c'est des protéines qui servent à rien, qui s'accumulent à quelque part, puis qui peuvent causer un problème. Donc, vous comprenez bien que notre ADN là, va tout gérer ça. Bon, ceci étant dit, au niveau structural, il y a quand même là, du vocabulaire aussi à maîtriser avec ça. Ce que je peux peut-être écrire ici, sans parler tout de suite là, de détermination de séquence pour quelques secondes encore, quelques minutes, là, c'est que si je prends par exemple une
une séquence d'acides aminés. Donc, voici comment c'est écrit. La plupart du temps, les séquences d'acides aminés vont être écrites de cette façon-là, comme quoi on met le nom à une lettre ou 3 lettres des acides aminés un en arrière de l'autre, comme ceci. Et ce que ça veut dire, quand c'est écrit comme ça, c'est toujours écrit du même sens. Du côté gauche, ici, on va toujours commencer par ce qu'on appelle l'extrémité N-terminale. Vous avez ici, là, N-terminale, c'est que, naturellement, vous voyez qu'il y a un N sur les acides aminés, là. Bien, quand on commence par l'alanine, comme ça ici, ça veut dire que du côté gauche, on commence par le N-terminal, comme ceci. L'alanine se dessine comme ça, c'est un CH3. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir un C-double-lien-O comme ça. Et le prochain acide aminé, ça va être la glycine. Donc la glycine, son N à lui va être branché comme ça. Puis la glycine, c'est le seul acide aminé qui n'est pas avec un carbone asymétrique. Je peux le dessiner comme ceci. Là. Donc ça va nous donner la structure comme ça. Puis là, ben, ce qu'il faut voir, c'est que le premier acide aminé est dessiné ici. Le deuxième, quand je suis rendu comme ça, la glycine, elle est ici. Et ensuite de ça, bien, je peux continuer là, avec ce que j'ai écrit, là, ma petite séquence là, de 3 acides aminés, comme ceci. Donc, ça va se terminer comme ça. Donc, une fois que ceci est écrit, je peux, si je suis très systématique, là, on voit que je peux faire la coupure comme ça, puis chaque acide aminé commence par un N à gauche et se termine par un COOH. Le C double lien O ici dans le lien amide, mais à la fin, pour ce qui est de ma deuxième alanine de cette séquence-là, bien à la fin ici, on a le COOH terminal qui est à droite. Donc, dans l'écriture là, du code comme ça, c'est toujours un NH2 au départ ou un H3+, là, comme on a vu. Là. Et ça se termine par un COH au bout. Ce qui définit, comme je disais ici, là, ce qu'on appelle le N terminal. Et ici, à cause du carbone qui est là, puis je vais pointer comme il faut, que ce soit le plus clair possible, ici, ça ici, c'est le C terminal. Donc, c'est un vocabulaire, comme je vous disais, là, qu'il faut maîtriser. C'est pas très complexe, là. Mais c'est que ça donne une convention d'écriture qui fait que quand on écrit une séquence d'acides aminés comme ça, de gauche à droite, bien, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il faut pas que ce soit le COH qui commence à gauche. Là, du côté gauche, on a toujours le N terminal et on termine à droite par le C terminal, ce qui va nous donner toujours la bonne séquence dans le bon sens, là, qui va pouvoir là, en fait nous donner après ça la possibilité de transcrire ça comme ceci là, quand on veut faire les structures. Bon, une fois que ça c'est dit, à quoi sert ce petit bout de chapitre-là, parce que je suis en train de parler là, de séquence primaire, c'est que justement, la première étape de l'analyse d'une protéine, pour les personnes là, qui s'intéressent à la structure des protéines et à la compréhension des protéines en tant que telles. Et une des informations cruciales qu'on veut avoir, c'est la séquence qu'on appelle la séquence primaire, l'enchaînement des acides aminés dans le bon sens, là, du N terminal vers le C terminal, pour justement découvrir l'identité de cette protéine-là, puis éventuellement aussi probablement faire le lien avec un gène qui est sur un ADN donné, là, pour savoir à quelle place que c'est codé. Donc, ce lien-là est souvent fait là, quand on sait que telle protéine est dysfonctionnelle, bien si le lien a été fait avec le gène, on peut aller voir si le gène est brisé, puis des fois on peut même le réparer pour pouvoir recommencer à former une protéine de façon correcte. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le corps humain fait plusieurs centaines de corrections d'ADN par jour, parce que c'est une molécule d'ADN qui va vieillir aussi, hein, puis qui peut être réparée, et on a des mécanismes, on a des petites polices de l'ADN dans notre corps là, qui vont pas faire le code génétique, puis quand ils détectent une erreur, bien, ils vont faire la correction. Donc, tout ça pour vous dire que la connaissance de la structure primaire de la protéine va nous aider à faire le lien avec le génome,
Et éventuellement aussi nous permet là, de faire le lien avec la structure tridimensionnelle de la protéine, là, en sachant là, quels acides aminés vont faire des ponts H avec quel autre acide aminé en tant que tel. Ça se fait en 2D puis en 3D par la suite. Tout ceci pour dire que il existe des méthodes pour pouvoir déterminer la structure des protéines en tant que telles. Il y a des méthodes là, comme le réactif de Sanger qui est ici. C'est des méthodes un peu plus anciennes. Des méthodes là, qui vont être aussi là, la plupart du temps destructives là, parce qu'on va devoir couper la molécule, puis une fois qu'elle est coupée, mais on a perdu la molécule initiale. Là, et ce que le réactif de Sanger, qui est ici, qui est un des premiers là, qui a été fait pour ceci, bien, lui est capable d'identifier le N-terminal, bon, de ce côté-ci. Et bon, c'est toujours bien une chose de prise, là, si on est capable d'identifier le N-terminal, bien, on va pouvoir là, commencer à avoir de l'information sur la protéine en tant que telle. Pour ce qui est du réactif de Sanger et de sa structure, je vais vous envoyer à la figure 6.27 de votre volume, qui naturellement est ici. Là. Donc, je l'ai avec moi. Là. Comme vous pouvez voir, c'est un réactif comme ceci, puis qui va réagir avec l'extrémité N de notre peptide protéine et former un complexe ici. Puis, il n'y aura pas nécessairement de clivage ici de ce côté-là. Hein. Mais si on veut casser, pour avoir l'identification de ceci, bien, on n'a pas le choix de briser la molécule. Donc, la première réaction n'est pas destructive, mais à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est faire un clivage ici et être capable d'aller chercher ceci. Ce que vous allez voir dans les exercices, c'est que ça donne un dérivé dinitrophényl. Dans les exercices, ça va être écrit DNP. Pour dinitrophényl, là. Donc, si on dit que c'est un DNP ALA, par exemple, c'est que ça serait l'alanine, qui serait le dérivé dinitrophényl avec le réactif de Sanger, qui va être le N-terminal. Donc, ici, comme je vous dis, là, ça va être dérivé DNP, qui va être écrit dans vos exercices. Là. Et si je reviens ici, là, comme je vous dis, là, si vous voyez DNP ALA, et ça, ce que ça veut dire, c'est que l'alanine était le N-terminal. Donc, ça peut être un DNP gli, ça peut être un DNP feu, n'importe quoi, mais ça peut être, ça va vous identifier là, votre N-terminal sur votre protéine. Pourquoi je vous dis ça, c'est que dans les exercices, vous allez voir qu'à un moment donné, on va avoir des problèmes à indices, et ceci va être un des indices pour que vous puissiez reconstruire tranquillement pas vite la séquence des acides aminés. Naturellement, juste avoir le N-terminal, pardon, c'est pas quelque chose qui est très qui est pratique. En fait, oui, c'est pratique, mais c'est pas suffisant en tant que tel. On peut avoir d'autres façons de faire. La prochaine, qui ressemble beaucoup au réactif de Sanger, c'est ce qu'on appelle la dégradation d'Edman, qui, par un autre réactif, va être capable de se lier aussi au N-terminal et va couper sélectivement le premier acide aminé du N-terminal, comme ça, dans la séquence. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est isoler le reste moléculairement de notre peptide et recommencer le processus pour lier le réactif d'Edman à chacun des N-terminales successivement, une fois que c'est coupé. Donc, si je coupe le premier à l'alanine ici, on va avoir un morceau dont la glycine devient le N-terminal. C'est un peu ça qu'il faut voir. Là. Et après ça, on va pouvoir continuer cette dégradation-là. Puis, ça se fait, là, entre autres, par chromatographie. Là. On peut aller chercher là, les N-terminaux comme ça. Donc, comme ici, pour les besoins de la cause, je vous envoie à la figure 6.28, toujours dans le but là, que je ne veux pas prendre 5-6 minutes pour dessiner ces structures-là, c'est un peu long pour rien. Ça va ressembler à ceci. Donc, comme on voit ici, on a le tripeptide, là, il y a 3 acides aminés, puis là, on met le réactif d'Edman sur cette molécule-là, et il va se lier au N-terminal, puis il va avoir tout simplement sur un traitement à l'eau et à la chaleur, hein, dans l'eau acide, il y a un clivage
qui se fait. Puis comme vous pouvez voir, là, le peptide qui reste, il y a un nouveau N-terminal. Donc, on va essayer d'enlever ce dérivé-là. On va le tasser par chromatographie et on va ramener le réactif de Edman pour recommencer le processus. C'est une méthode qui est destructive, hein? Encore une fois, là, on appelle ça une dégradation, c'est pas pour rien. C'est que ça va gruger tranquillement pas vite notre molécule. Puis ce qui est un peu dommage avec ça, c'est que si on a très peu d'échantillons, il faut absolument le sacrifier pour avoir la structure, ce qui est peut-être pas l'idéal. Donc on fait avec ce qu'on peut. Hein. Puis c'est une façon d'avoir une idée de la séquence. Donc quand on recommence le processus, là, on va avoir éventuellement toute la séquence. Je vous dirais que probablement que pour des peptides de 5-6 acides aminés, c'est pas si mal, mais quand il y en a 150, là, j'imagine qu'on finit par s'y perdre, là, parce qu'à un moment donné, quand on fait de la séparation par chromatographie 150 fois, ben, il n'y a plus d'échantillon. Donc, il y a d'autres méthodes aussi pour avoir ça. Hein. Mais ça ici, c'est une méthode, comme je vous disais, un petit peu ancienne. Avant de continuer, juste vous souligner qu'il y a une erreur dans votre volume à cet endroit-ci. C'est écrit réactif de 100G, mais c'est pas le réactif de 100G, là. C'est le réactif d'Edman, qui est ici. Le réactif de 100G était à cet endroit-là. Donc, c'est probablement un mauvais copier-coller, là, qui a été fait lors de l'édition du volume. Donc, réactif de Edman à cet endroit-ci, pour être certain que vous ne trouviez pas ça trop bizarre, là. Fait que j'espère que vous allez pouvoir le retenir, là, ce que je vais vous dire. Donc, ça, c'est pour l'identification des N terminaux. Et il y a d'autres façons d'analyser les protéines ou les peptides. On peut aussi y aller par l'analyse du C-terminal. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle la carboxypeptidase Y, là, qui est capable de couper sélectivement l'acide aminé C-terminal. Puis, puisque c'est un catalyseur, elle va couper le C-terminal, le relâcher et recouper le prochain C-terminal et ainsi de suite. Puis, on est capable, dans le temps, de faire une chromatographie et d'analyser tranquillement, pas vite, les C-terminaux. Je donne un court exemple de ceci. Il n'y a pas de graphique ou de figure pour ça dans votre volume. Là. Si je prends par exemple là, une séquence à 4-5 acides aminés comme ça, là, donc SP, Pro, IS, comme ceci, je vais mettre une pli pour le fun. Là ici, c'est une séquence totalement arbitraire que j'écris, là, et se rappeler que le C-terminal est à cet endroit-ci, que le N-terminal est à cet endroit-ci, et si je mets ça avec la carboxypeptidase Y, bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper par exemple, la phénylalanine, ici, là, qui serait la première, là. Donc, après ceci, bien, j'aurais ASP, Pro, IS et GLI qui sont encore ensemble, mais on va avoir une phénylalanine qui va être libérée. Et la carboxypeptidase ici étant un catalyseur, bien, elle va aller ensuite s'attaquer à ceci. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie ça dans la chromatographie. Il y a des chromatographes justement, là, qui sont automatiques et qui sont capables, en ajustant là, les conditions, d'aller identifier tour à tour chacun des C-terminaux qui vont être grugés comme ça par la carboxypeptidase, là, et on va pouvoir utiliser cette façon-là pour identifier la structure primaire de la protéine, mais à l'envers. Hein. Donc, il ne faut juste pas l'oublier. Là. On va avoir l'ordre inverse, là, et on est capable de savoir dans quel ordre, de droite à gauche, la séquence a été faite. Donc, c'est un processus qui est probablement assez long aussi, là, mais ça permet là, de déterminer c'est quoi les C-terminaux. Puis, pour terminer, il y a d'autres types d'identification possibles quand on parle là, justement d'enzymes ou des réactifs là, qui sont capables de faire de l'identification. Vous avez 3 réactifs ici, puis encore une fois, là, j'ai pas d'image dans votre volume, là, mais vous avez 3 réactions avec 3 réactifs possibles. Il y a un réactif qui s'appelle la trypsine, qui, pour une séquence donnée, va couper tous les liens. Donc, les liens là, entre les acides aminés comme ça, là, va couper tous les liens qui sont à droite de la lysine et de l'arginine. Okay? Donc, à droite veut dire
par exemple, ici, ce serait à droite de l'acide aspartique, là, parce que quand on parle de à droite, ça veut dire en partant du N-terminal vers le C-terminal. Le N-terminal est à gauche, et quand on parle de à droite, c'est sur l'extrémité C de chacun des acides aminés. Donc, littéralement à droite dans l'écriture d'une séquence primaire, comme c'est ici, là, de l'acide aminé. Donc, en sachant ceci, vous allez voir dans les exercices, on va dire, on a un peptide inconnu, on a fait le traitement à la trypsine, et la trypsine a donné 3 ou 4 fragments qui vont vous permettre là, de savoir les morceaux d'acide aminé là, qui ont été libérés. En passant, ces règles-là sont écrites dans votre annexe d'examen. Vous n'avez pas à savoir ça par cœur, il n'y a pas d'intérêt. Hein. La logique ici, c'est d'être capable de remonter avec les indices pour pouvoir reconstruire la structure d'une protéine. Donc, trypsine, quand on dit un traitement à la trypsine, c'est que ça coupe les liens qui sont à droite de la lysine et de l'arginine. Donc, comme ça, on va pouvoir probablement remonter certaines parties de structure de cette façon-là. La chymotrypsine, comme c'est écrit ici, va couper à droite de phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, ceux-là. Là. Donc, ça va couper à droite de ces acides aminés-là. Et le cyanure de brome, là, qui est ça ici, cyanure de brome, là, ça va être CNBr, comme c'est ici. C'est bizarrement un BR+, que je peux voir là-dedans. Là. Donc, cyanure de brome, ça va être écrit CNBr comme ça. Et ça va couper à droite de MET, qui est méthionné. Donc, comme c'est écrit ici, là, je l'ai déjà mentionné, mais à droite de, là, ça veut dire que c'est écrit du côté droit ça va couper du côté droit là, du lien, des 3 lettres. Là. Donc, le lien qui est à droite, là, c'est celui qui suit les 3 lettres. Donc, avec ceci, vous devriez être capable de faire des exercices, là, des problèmes à indices, pour faire la reconstitution de ce qu'on appelle la séquence primaire des acides aminés d'un peptide ou d'une protéine, c'est-à-dire reconstituer l'ordre des acides aminés du N-terminal vers le C-terminal. Donc, pour cette capsule-là, c'est amplement suffisant. Là. Et je vais peut-être faire une autre capsule pour parler de la structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire des protéines. Mais pour ce qui est de la matière à examen, là, ça s'arrête pas mal ici. Là. Donc, je vous arrête ça là. Et j'espère que vous allez pouvoir faire les exercices avec ceci.